D'année en année, je commence ces séminaires en vous disant n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable. Eh bien, je vais faire exactement le contraire cette année. Je vais vous dire n'oubliez pas de laisser vos téléphones portables allumés parce que vous allez en avoir besoin. En effet, plutôt que de faire le jeu des questions-réponses à la fin de l'entretien, vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure de l'entretien grâce à Slido. Slido.com. Alors, il faut vous connecter sur www.slido.com. Vous entrez le code, le dièse, il y est déjà normalement, dièse EF19PME, et puis vous entrez votre question. Deuxième étape, vous pouvez lire les questions des autres, et ce qui est très important, c'est que vous pouvez liker les questions des autres. Hein, on y revient au fameux liker. Plus vous likez une question, plus elle monte dans la hiérarchie. Et moi, je vois vos questions là sur l'écran pendant l'entretien avec Michel-Édouard Leclerc. Et puis, au moment des questions, vous les verrez aussi sur l'écran qui sera derrière nous. Mais plus vous likez, plus les questions montent. Donc, plus ça veut dire qu'elles intéressent de monde. Et on les posera évidemment en premier. Voilà, tout le monde a pu se connecter. www.slido.com, le code dièse EF19PME. Et après, allez-y, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, n'hésitez pas. J'en viens à celui qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir. Il y aurait beaucoup à dire sur Michel-Édouard Leclerc. Je vais commencer par le commencement. Vous êtes le fils aîné d'Hélène et d'Édouard Leclerc et je sais que c'est important pour vous. Vous présidez, Michel-Édouard Leclerc, l'association des centres distributeurs Leclerc, la CDLEC. C'est bien comme ça que ça se prononce. À ce titre, vous fédérez le groupement d'entrepreneurs réunis sous l'enseigne Leclerc et animez le comité stratégique de la CDLEC. Ce n'était pas prévu au départ, hein, votre première vocation c'était le journalisme, paraît-il, mais vous avez fait toute votre carrière professionnelle au sein du groupe Leclerc, en occupant différents postes et au sein duquel vous vous affirmez comme un développeur, en cherchant à étendre le champ d'action de l'enseigne à de nouveaux marchés, le carburant, les bijoux, la pharmacie, les voyages. Vous enclenchez aussi la transition de l'enseigne vers un mode de distribution multicanal, hypermarché, magasins spécialisés, drive, site internet. Vous incarnez indiscutablement la marque créée par votre père, marque dont vous avez enrichi l'identité en ajoutant aux valeurs historiques qu'elle défend, le prix bas et le pouvoir d'achat, celle de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable et l'aide à la culture, qui est très importante également. Dans le domaine du développement durable, vous venez d'engager une vice-présidente qui est notre voisine, puisqu'elle vient du Leclerc d'Annemasse. Enfin, vous avez profondément fait évoluer l'architecture et l'organisation de ce groupement au point que sous votre présidence, les centres Leclerc n'ont cessé de gagner des parts de marché. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Merci de gagner la scène. Merci à tous. Alors vous avez choisi plutôt que l'exposé, le cours magistral, vous avez préféré la conversation, ce qui me va très bien, et ce qui ira très bien également à nos autres qui, au fur et à mesure de cette conversation, vont donc pouvoir vous poser des questions. Je vais commencer avec une question simple. Pourquoi finalement un groupement d'entreprises et du coup, quel business model? Alors, merci de votre accueil et ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes entrepreneur, vous avez des sociétés de services de tous les secteurs. Ce qui nous lie probablement, c'est la volonté d'être indépendant. C'est de transmettre des savoir-faire, c'est de transmettre aux enfants du patrimoine. C'est aussi de créer sa propre histoire, d'attacher cette histoire à un nom. Et quelle que soit la taille, quel que soit le secteur, il y a du plaisir à ça. Et en tout cas, j'ai, grâce à mes parents, eu le plaisir de développer cette idée dans le secteur de la distribution. Alors, rétrospectivement, quand on regarde d'aujourd'hui, quand on m'interpelle, et j'avais ma maman encore il n'y a pas longtemps, elle a 92 ans, les journalistes me disaient à partir de quand vous avez senti que vous alliez devenir le big business d'aujourd'hui. Ma mère répondait, mais vous voyez ça d'aujourd'hui, mais à l'époque, nous, quand on était derrière le comptoir, quand on livrait, on n'avait pas cette vision du futur. On s'est adapté, on a grandi, on avait des idées, on avait une vision, mais jamais on n'aurait imaginé une telle notoriété, un tel succès. Et
c'était pas de la fausse humilité. Je pense que vous le savez bien, c'est même quand on a de l'ambition et de l'ego développé, on ne sait pas se projeter à 10 ans, à 15 ans. Bien sûr, au banquier, on va dire qu'on a un projet à 15 ans, puisqu'on amortit sur 15 ans, sur 10 ans. Mais il n'est pas plus... C'est du baratin. Hein. C'est d'abord parce que le marché, on ne le fait pas tout seul. Il y a des concurrents. Et donc, c'est ça, on a une vision, on a un projet, on espère qu'il tient la route, mais le rythme de son développement, on ne l'a pas, etc. Moi, c'est ça qui me plaît. Alors, je l'ai fait dans le secteur de la distribution, mais j'aurais pu, je pense que j'aurais grandi allègrement dans une fédération de PME, dans l'agroalimentaire, dans des laboratoires de pharmacie. Le secteur, au fond, est important au sens où on s'y réalise, mais je pense qu'on est un peu transcourant. Hein, Alors voilà, moi je suis né il y a 67 ans déjà, et je suis né et je suis tout bébé, j'étais logé, casé dans la cuisine de mes parents qui servait de magasin, puisque le premier magasin, c'est une vraie saga. C'est-à-dire que mon père et ma mère étaient des gens un peu allumés, enfin franchement allumés d'ailleurs, et en fait, ils n'avaient pas un projet d'entreprise, mais ils voulaient démontrer quelque chose. Alors, rendez-vous compte, c'était bien avant Amazon, c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour les plus jeunes, hein, c'est dans les années 45, 49. Mon père est sorti du grand séminaire, donc il avait quand même une formation intellectuelle assez forte. Il était nourri de la démocratie sociale, il avait un certain nombre de référents philosophiques. Et ce qu'il voulait, en s'attaquant à la spéculation, à ce qu'on appelait le marché noir, ce qu'il voulait, c'était montrer un modèle où au lieu d'acheter moins cher pour revendre très cher, on pouvait aussi acheter moins cher et revendre pas trop cher. Et donc, le seul moyen de le démontrer, c'était de le réaliser. Donc, avant mon père, bien sûr, il y a eu la modernisation des circuits de distribution. Ici, vous avez eu des mecs inspirés comme Duttweiler. Il a énormément influencé mon père. Enfin, la constitution de la Migros, à la maison, j'en ai toujours entendu parler. Hein. Je ne sais pas quel bouquin il avait lu ou quelle personne il connaissait, mais en tout cas, il était très inspiré par ça. Et mon père, finalement, cherchait un modèle pour permettre, au fond, à l'industrie française de passer le goulot d'étranglement que constituait ce commerce spéculatif, mais aussi et surtout pour les salariés, beaucoup de salariés agricoles à l'époque, pour qu'ils puissent accéder à cette révolution industrielle, aux produits de cette révolution industrielle que le plan Marshall allait permettre au lendemain de la guerre. Et c'est ça la force de son idée, c'est qu'il s'est situé dans un contexte historique, avec un concept, avec une idée, et au fond, toute sa vie et la vie des centres Leclerc, avec les autres entrepreneurs indépendants, c'est une manière de s'adapter. C'est une manière de se lancer assez loin le cochonnet quand on joue à la pétanque, et c'est essayer de lancer son palais ou sa boule vers ça. Et je pense que cette philosophie qui est à la fois une philosophie sociale, mais aussi une sorte de modèle hyper pragmatique, a permis à 3 générations de commerçants indépendants de ne pas mourir. Parce qu'il faut commencer par regarder le contexte. Beaucoup de commerçants indépendants, dans les années 60, 70, étaient déjà largement menacés par la modernisation du commerce. Il y a un truc qui les tuait, même les plus gros commerçants, c'est leur individualisme. À partir du moment où on rentrait dans l'ère de la publicité, que, au fond, l'organisation permettait des gains de productivité considérables, et là où les industriels atteignaient des tailles critiques, c'était le grand concept, le commerce confondait indépendance et individualisme. Vous voyez ? Et mon père, puis toute cette génération
d'hommes qui ont fait le commerce français. Pardon, je ne connais pas tant que ça le commerce suisse, mais si je prends Système U, si je prends Intermarché par la suite, Codec, Intersport, tous ces leaders qui ont façonné ces marques, ce sont des gens qui ont essayé de convaincre que si le commerce restait individualiste, il n'aurait jamais la taille critique et qu'il allait disparaître. Et qu'au fond, l'indépendance, ce n'était pas une situation, c'était une conquête. C'est une conquête permanente. Voilà. Ce que j'aimerais développer et partager avec vous, qui êtes des indépendants, c'est la manière dont on peut continuer à rester indépendant dans un monde qui change. Indépendance, c'est-à-dire avoir sa marque. Indépendance, c'est-à-dire réaliser son ambition. Et indépendance, c'est-à-dire aussi survivre et pas se faire bouffer. Alors ça va me permettre de et je vais en profiter pour faire tomber la veste parce qu'il fait vachement chaud là. Il fait chaud, oui. Ça va me permettre de prendre la première question Slido, parce que vous avez dit que c'était difficile de voir à longue échéance, à 10-15 ans. En même temps, vous parlez de 3 générations. Il y a une question d'Étienne qui nous demande comment est prévu le passage du pouvoir au sein de la société et à quelle échéance. Vous y avez déjà pensé? Ah mais le pouvoir est déjà... il change sans arrêt. D'abord, première chose, quand je me balade dans le train ou dans l'avion, tout le monde imagine que je suis propriétaire de Leclerc, comme il disait la même chose à mon père. Et quand je fais mes courses le samedi à Concarneau, les consommateurs continuent à me dire « Mais comment vous payez à la caisse? Vous n'êtes pas chez vous ?» Donc en fait, il faut bien comprendre que les centres Leclerc, c'est une association de chefs d'entreprise indépendants. Ils ont chacun leur magasin. On a des outils collectifs qui ont une forme coopérative. Mais la marque est collective. La famille Leclerc a eu ses magasins. J'ai été à plusieurs reprises salarié de haut niveau des centres Leclerc. Mais aujourd'hui, ma présidence, elle est non exécutive. Tout le pouvoir exécutif au sein de notre groupement appartient aux propriétaires de magasins. C'est eux qui payent, ce sont eux qui investissent, ce sont eux qui prennent les risques. Il n'y a personne de la famille Leclerc qui va se substituer à cette responsabilité, en positif ou en prise de risque. Et donc, moi j'ai été pendant presque 40 ans salarié à différents niveaux. Et aujourd'hui, mon rapport... Donc tous les postes de Leclerc, tous les postes de décision, ce sont des propriétaires de magasins Leclerc. Vous avez parlé de la jeune femme qui co-dirige avec son mari le magasin d'Annemasse, je ne sais plus comment ça s'appelle, Le Grand, enfin le lieu-dit... Ville-Lagrand. Et excusez-moi, mais vu de Landerneau, c'est loin. Et je mets ça au pied du Mont Blanc. Et donc, cette jeune femme, aujourd'hui, est coprésidente des centres Leclerc. On a 4 coprésidents, 2 femmes et 2 hommes. Les hommes représentant plutôt l'ancienne génération et les femmes représentant plutôt la nouvelle génération. Mode plus push. Et moi, j'ai un rapport... je suis président non exécutif. Voilà, je suis là pour fédérer les hommes, pour garder le temple ou pour ripolliner le temple, pour améliorer le discours de la marque, pour inspirer. Et donc l'après-moi, je réponds à la question, après avoir l'après-moi, il est déjà. C'est-à-dire que les propriétaires de magasins, les coopérateurs font de leur destin ce qu'ils veulent. Et si un jour ils me trouvent trop décati, ils viendront moins me chercher. Et ça ne changera rien au management des centres Leclerc. Et votre réponse a généré une nouvelle question sur Slido. Comment est-ce que vous parvenez à maintenir la cohésion entre les gérants et les exploitants de ces différents centres Leclerc? C'est une question que pose Michel Féminin. Alors, c'est très consommateur d'énergie. Parce qu'évidemment, je suis influenceur. Je ne suis pas pouvoir hiérarchique. Et donc, influenceur, il faut convaincre. Donc c'est beaucoup de présence, beaucoup de réunions. C'est aussi beaucoup de détours. Ma marque de fabrique, c'est de passer par la communication. À partir du moment où vous réussissez à populariser une idée, un projet, et que vous avez le public avec vous, il crée une demande sur vos propres adhérents, sur vos propres coopérateurs, et donc vous avez des alliés. Vous voyez, ça c'est un mode. Moi, je manage beaucoup par la communication. D'abord, la communication, elle engage. C'est un engagement, la communication. Et quand avant l'été, avant cet été, après avoir pris cette décision avec une petite minorité agissante du mouvement, il y a 600 chefs d'entreprise,
j'ai balancé dans les médias que chaque week-end, les centres Leclerc allaient commercialiser l'essence à prix coûtant. C'est sûr que la décision, elle est ratifiée, mais à partir du moment où la parole est lancée, je ne dis pas qu'elle est exécutée à 100%, mais massivement, l'ensemble du mouvement s'y retrouve. Vous voyez ? Donc c'est de la pédagogie, de la présence. C'est stimulant aussi. Hein, et puis, je dirais aussi que c'est avoir un projet. Ce qui est très dur, c'est de fédérer les gens sans projet. Demandez-le aux partis politiques, c'est très caractéristique de la période présente où le temps du politique est compté, où le média dispute sa légitimité aux politiques. Du coup, c'est très difficile d'élaborer un projet. Dans le temps de l'entreprise, on a quand même plus le temps et les assets nécessaires pour dire un projet. Et moi, je pense que je fédère par ce projet, par le fait que le public se reconnaît dans ce projet, en tout cas peut acquiescer à ce projet ou a confiance à ce projet, et donc je le médiatise et je l'entretiens de cette manière-là. Vous voyez, les questions sont déjà derrière nous, ça va très vite. Quelqu'un dit, mais l'image des centres Leclerc, c'est vous, Michel-Édouard Leclerc? Oui, oui. C'était mon père, voilà. c'est moi, demain ce sera quelqu'un d'autre. Qui sera l'image du futur? Si on connaissait le futur. J'adore le 5e élément, mais... Alors, on connaît le présent, par contre. Vous vouliez devenir numéro 1 de votre secteur. Vous l'êtes devenu. Non, faut comprendre. On est devenu numéro 1, mais je vous assure que je fanfaronne pas. C'est pas malgré nous, mais on n'a pas fait exprès. Parce qu'en fait, dans la réalité, il n'y a pas d'objectif et il n'y a pas de motivation de profit cumulé, de croissance obligatoire dans un mouvement d'indépendants. Donc l'idée de... Autant le patron de Carrefour qui a à rendre compte à des épargnants, etc., il a forcément un projet intégré, il axe tout sur son taux de croissance, etc. Mais le centre Leclerc de Laval, comme le centre Leclerc d'Annemasse, certes, ils ont besoin d'avoir un effet de levier pour pouvoir négocier avec les fournisseurs, d'avoir un taux de croissance. Mais être premier ou second, c'est pas... si, ça satisfait l'ego, mais vous voyez bien que c'est pas en soi, c'est pas un objectif politique en soi. Par contre, être l'enseigne préférée des Français, ouais, ça c'est génial. Oui. Voilà. Et comment on y arrive? Comment on y arrive? Alors, d'abord avoir moi, je crois que tous les débats actuels sur le format, la digitalisation, l'omnicanalité, etc., ça fait sens parce que ça nous oblige à nous bouger et nous devons techniquement nous adapter aux flux sur lesquels se positionnent les industriels, les médias, la société. Mais ce qui reste fort, c'est la promesse commerciale. C'est la promesse commerciale ou la promesse sociétale derrière la promesse commerciale. Donc pour moi, l'entreprise qui sera là dans 15 ans, c'est celle qui correspondra à une demande sociale. Je ne sais pas si vous connaissez bien le marché français, mais en tout cas, moi, après avoir passé 40 ans dans la distribution, je ne l'ai fait pas, hein, 40 ans, et non, je fanfaronne, mais vous vous rendez compte, moi, quand j'étais, même il y a 15 ans, les numéros 1, ils s'appelaient Euromarché. Aujourd'hui, il est au cimetière des marques de la distribution. Il y avait Continent, Rallye, Record. Il y avait des grands magasins. Il y avait tous les VPCistes, toute la Exit. Moi, je pensais que la VPC allait prendre le train digital en premier. Pas du tout. Hein. Et donc, ça va vite. Hein. Ça va vite. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas su faire? Et c'est nous, les ploucs de province, qui devenons premiers. Donc, c'est vrai, on est contents. On fanfaronne un peu sur les podiums. Mais on n'avait pas prévu ça. Vous vous rendez compte? On a doublé Carrefour il y a 2 ans. Carrefour, pour nous, c'était... Quand Carrefour est arrivé, quand ça a démarré, c'était un concept complètement révolutionnaire. On était en centre-ville. Les élus voulaient qu'on reste en centre-ville. Ne voulaient pas que nos caddies traînent dans les rues, ne voulaient pas que les camions nous livrent, ça faisait trop de bruit, il y avait des problèmes de déchetterie, enfin, vous imaginez. Carrefour arrive, il se met dehors, et tout d'un coup, les élus disent « Ah, on va aménager les extérieurs, on va appeler ça zone d'activité commerciale, et hop, les artisans, les commerçants, vous passez dehors. On met des banquiers à l'intérieur. Plus propre, plus fréquentable. Et mais c'est pas faux, hein. Beaucoup de fonds de commerce de commerçants sont passés, le Crédit Agricole, les banques populaires, ça sont venus en centre-ville. Nous, à l'extérieur. Mais on savait pas faire. On savait être
sur la route de l'église, sur la route du champ de foire. On savait être en centre-ville, les gens passaient, venaient chez nous. Mais être à l'extérieur, dans un endroit où personne ne venait, ça nous a obligés à apprendre la publicité, à créer des parkings, à apprendre la civilisation de la voiture. Ça paraît évident aujourd'hui qu'on la critique, mais à l'époque, quand Carrefour ouvre dans les années 60, c'était pas du tout acquis. Dans nos petites villes rurales, urbaines, de 20 000, 30 000 habitants où nous étions, c'était pas évident. Et les Leclerc, les Intermarchés, on a appris ce type de modernité. Et à l'époque, dès que l'un d'entre nous passait hypermarché, c'est-à-dire avait une surface de plus de 2500 mètres carrés, on sortait du champagne et du bon, hein. Parce que c'était une victoire sur nous. C'était une victoire sur nous. Donc aujourd'hui, on nous dit que le modèle de l'hypermarché est en crise ou va bouger, ce qui est une évidence. Donc la question est de savoir si on reste dans la rente ou dans la défense du concept, ou si on s'adapte à l'économie digitale qui va complètement structurer la relation client. C'est pas évident que tout soit web commerce, je n'y crois pas. Mais par contre, le digital va structurer toute la relation client. C'est-à-dire que hier, pour aller dans un magasin, à la Migros, à la Coop, on passait devant, on recevait le tract, on allait voir ce qu'il y avait. Aujourd'hui, personne ne va se déplacer pour acheter de la consommation courante si on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, on va consulter le net, il y aura des formes intelligentes, peut-être robotisées, hyper sophistiquées. Moi, je ne sais pas jusqu'où les robots vocaux vont s'imposer, mais il y aura aussi des répulsions à ça. Il y a des addictions, mais il y aura aussi des révoltes contre ça. Mais c'est vrai que cet aspect du digital va s'imposer à nous. Après, nous avons investi dans des magasins. Est-ce qu'ils sont si condamnés que ça? Est-ce que vraiment il n'y aura plus de vie sociale? Est-ce que nos magasins ne peuvent pas, par rapport à Amazon, avoir un supplément d'âme, avoir même en embauchant plutôt qu'en robotisant, une capacité d'accueil, une capacité de dialogue? Moi, c'est le pari que j'ai fait. C'est le pari que les centres Leclerc ont fait. On recrute 3000 personnes cette année. On est déjà 127 000, on recrute encore 3000 personnes. Alors, j'ai lu que vous ne croyez pas du tout au centre commercial totalement robotisé avec que des caisses automatiques. Il y a une question qui vient là aussi qui est intéressante. Les centres Leclerc sont gérés par des exploitants gérants. Comment Leclerc gère respectivement comment Leclerc gère, j'ai de la peine à lire. Ouais, et pourtant, vous avez des lunettes. Hein. Oui. Ouais. Comment il gère? Voilà, il manque un mot visiblement. Comment c'est organisé par rapport à l'e-commerce? Quand on a finalement plusieurs structures indépendantes, comment on gère et comment est-ce qu'on fédère l'e-commerce avec toutes ces entités? Alors d'abord, on fantasme Amazon. En fait, Amazon, quand vous avez dit les chiffres tout à l'heure, ça ne reflète pas la réalité d'Amazon. Parce que les chiffres d'affaires d'Amazon ne sont pas directement concurrents avec nos marchés. La part d'offres d'Amazon qui est concurrente avec nous est 1/10. Par contre, on sait que ça va arriver. Et si ça ne s'appelle pas Amazon, ça s'appellera Alibaba, ça s'appellera JD, ça s'appellera... Donc, il y a 7-8 ans, j'ai imaginé d'imposer en hologramme un Amazon dans chaque magasin. Et en fait, chaque centre Leclerc s'est mis à fantasmer sur une concurrence qui n'existait pas. Quand vous habitez Concarneau, Amazon, il n'est pas prêt de nous dégommer. Hein, mais on a anticipé pour ne pas faire comme les anciens commerçants qui n'avaient pas anticipé Carrefour ou ceux qui n'avaient pas anticipé Leclerc. Et du coup, on a cherché une manière pour nos chefs d'entreprise qui avait même déjà qui était cadra, quinca, de se remettre en cause. Et le vecteur, on a eu du pot. Le vecteur par lequel nous avons appris le digital, c'est le drive. Auchan avait importé des États-Unis le drive, testé sous une enseigne qui s'appelle Chronodrive, testé le concept, mais n'avait pas appuyé sur la pédale d'accélérateur. Ce sont des patrons de magasins, des patrons de centres Leclerc indépendants de Toulouse, et d'un bled que vous connaissez peut-être parce que son cassoulet est très connu, Castelnaudary. Et ce sont les patrons de ces magasins qui ont créé des drives d'abord chez eux. Alors d'abord, c'était des drives non conçus, enfin, je veux dire pas optimisés. C'était du picking. On prenait en magasin et on disait aux clients, venez chercher, etc. Il y a un coût énorme là dans le picking parce qu'on dépote une première fois la marchandise pour la mettre en rayon, puis après on la remet en plus dans des sacs. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais ça peut encore se rationaliser.
Et ils sont venus nous voir au siège de la coopérative, ils sont venus nous voir, ils ont demandé un budget aux collègues pour étendre, pour consulter tout ce qu'il fallait faire en matière d'informatique, en matière d'organisation, de logistique. Et ils sont sortis avec un projet que des propriétaires de magasins, chefs d'entreprise très pragmatiques, se sont dit, mais ça, on saura maîtriser ça. Le digital pur web commerce, je sais pas comment je saurais être d'un chiffre d'affaires que j'ai pas fait, d'un truc qui sera à Paris. Ça, le drive, ça peut être, c'est un peu l'extension par le digital de mon activité sur la ville. Et en plus, je peux aller en implanter un sans demande d'autorisation. La législation n'a pas prévu ça. Et je peux aller l'implanter sur le parking de Carrefour, sur le parking ou à côté du parking d'Auchan. Et tandis que chez Carrefour, au conseil d'administration, je suis sûr que c'est authentique, les PDG de Carrefour vous le confirmeront, tandis qu'ils réfléchissaient à savoir si c'était vraiment rentable, nos propriétaires de nos magasins, anticipant que de toute façon, si ce n'est pas eux qui allaient cannibaliser les autres, ils seraient cannibalisés, ont développé 600 drives. Et aujourd'hui, on représente 51% du marché du drive. Et le drive, aujourd'hui, le chiffre d'affaires des centres Leclerc, c'est à peu près 9% réalisé à partir du digital, les 3/4 à partir du drive, et ça doit représenter 3,5 milliards, 4 milliards, 3 milliards 5. Et sur le drive, on a commencé avec 4000 articles, 5000 articles, des entrepôts hyper rationalisés, exprès offre limitée. Et en fait, aujourd'hui, on est aux alentours de 9000 articles et on gagne de l'argent. Et nos propriétaires de magasins, non seulement ont aujourd'hui des jeunes qui sont friendly avec le digital, mais ont appris eux-mêmes à maîtriser cet outil intermédiaire entre le web commerce et le pur web commerce et leur activité physique. Et donc maintenant le passage, maintenant que c'est fantasmé, maintenant que c'est maîtrisé, effectivement nous allons ouvrir un portail l'année prochaine, début d'année prochaine, qui va rassembler tous les petits sites internet et de web commerce qu'on a créés, qui réalisent quand même 1 milliard de chiffre d'affaires, mais on va rationaliser cette approche autour de la marque et non plus autour des concepts eux-mêmes. Alors là, pour le coup, c'est l'exemple d'Amazon. Avant de dire nos spécificités, il faut dire que la marque est sur le digital. Alors juste pour finir la boucle, une fois que vous faites ça et que vous vous dites que le digital va structurer l'offre, parmi les critères de réussite, c'est aussi le coup de génie de propriétaires de magasins, donc comme vous, chefs d'entreprise, qui disent est-ce qu'on va faire des prix différenciés selon que l'on est sur le drive ou que l'on vende dans un dépôt relais, dans un box on s'est dit si c'est la marque, si on passe de l'enseigne à la marque et que c'est la marque qu'on viendra consulter, on ne peut pas se permettre d'avoir des prix différents. Et donc on a opté, au-delà de tout débat sur la rentabilité, on a opté pour le prix d'hypermarché sur l'ensemble des canaux sur lesquels sont l'enseigne. Pendant ce temps-là, nos concurrents ont fait des prix différenciés, mais du coup, ils n'ont pas de politique de marque. C'est ce qui fait qu'on a fait un bond en avant considérable. Le digital, le drive nous a fait faire... C'est 1/3 de notre croissance depuis 5 ans. Je suis trop long, mais vous me... Non, mais c'est bien. Je vais essayer de regrouper 2 questions qui sont arrivées sur Slido. D'abord, comment vous voyez l'évolution du e-commerce dans les 5 ou 10 ans? Il y a aussi toute une série d'applications qui font leur apparition sur les téléphones portables. Là, quelqu'un nous parle de l'application Yuka, par exemple, qui prend en considération la qualité des aliments, notamment la qualité nutritive, etc. etc. Est-ce que ça, c'est des choses dont on devra tenir compte dans un futur proche? Ah ouais, il y a 2 manières de face à ça. D'abord, ça vous le prenez violemment, que vous soyez industriel, vous faites du chocolat Mars ou du Toblerone, et que vous voyez que votre produit clignote en rouge, donc il y a 2 solutions. Vous combattez l'application, mais c'est peine perdue, ou vous vous dites, je relève le défi. Et de fait, l'enseigne Leclerc a signé, je ne sais pas si vous l'avez, je pense que vous l'avez. Ensuite, on a signé pour l'adhésion à Nutri-Score.
Donc, toutes nos marques de distributeurs, qui représentent quand même 40% de notre chiffre d'affaires alimentaire, eh ben justement, nous les revisitons au tamis de ces applications, Yuka, on va dire juste un mot de Nutri-Score, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement de quoi il s'agit. Nutri-Score, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve chez nous en Suisse avec les couleurs pour l'énergie des appareils électriques. C'est exactement la même chose, mais concernant les aliments. Ouais. Voilà, globalement, c'est ça. Donc, dès qu'il y a du sucre, dès qu'il y a un peu de gras, vous passez en rouge. Hein, puis il y a des codes lettres. A, B, C, D, et puis il y a des... Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, n'importe quel fabricant de confiserie, tout le monde se retrouve en rouge. Mais, vous voyez, la première réflexe, c'était de dire, bah, de toute façon, on ne se nourrit pas que de confiserie. Non, mais quand même, les colorants, pourquoi ne pas y songer, le taux de sucre, le taux de gras, etc. Et en fait, sur 4-5 ans, en revisitant toute la composition de nos produits, il ne faut pas perdre le goût non plus. Hein, c'est facile de dire j'enlève le sel, mais si vous enlevez le sel, le sucre, on fonctionne tous avec des exhausteurs de goût. Donc, ben oui, on s'est remis. Actuellement, c'est une vraie révolution chez nous, mais chez les industriels aussi. Hein, donc, ici, d'ailleurs, en Suisse, chez Nestlé, par exemple, à Vevey, Yuka et Nutri-Score, ça ne sert à rien de se battre contre. Donc, ouais, on fait avec, et même il faut le faire positivement. Et du coup, vous devenez leader sur le bio, vous devenez leader sur des catégories au fur et à mesure que vous apprenez, que vous trouvez de nouvelles recettes. Donc voilà, il y a deux attitudes de prendre l'environnement, l'évolution de l'environnement. Vous le preniez en défense ou en mode push. Et la chance que j'ai, c'est d'animer un réseau d'entrepreneurs et de cadres. Aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs qui prennent les choses en mode push. Il y a une question qui vient par Slido qui est intéressante. Elle ne demande pas s'il y a un impact positif d'Internet sur l'évolution des supermarchés. Elle demande quel est l'impact positif d'Internet sur l'évolution des supermarchés. Donc, partons du principe qu'il y en a forcément un. Oui. Il y en a un. D'abord, la relation client s'en retrouve renforcée. Alors, si vous ne faites rien, c'est sûr que c'est les comparateurs, ce sont les intermédiaires qui vont vous mettre sur la touche ou en compétition. Mais si vous rentrez dans la relation non plus simplement verticale, mais en mode partage avec vos consommateurs, c'est du boulot, hein. Vous trouvez aussi un rapport de confiance extrêmement renforcé. Et au fond, aujourd'hui, le public, passé une période de transition, vous laisse quand même le temps. Bien sûr, sur Twitter, tout ça dézingue et tout. Mais pensez à vos clients fidèles, à ceux qui viennent. Ils sont très attachés à ce qu'on leur réponde, à ce qu'on leur explique. Et du coup, Internet permet non seulement une diffusion d'informations, mais une vraie relation, une relation qui n'est pas idéale, mais une relation enrichie avec le client, à qui vous pouvez apporter énormément d'éléments pour faire ses choix. Alors, c'est d'autant plus intéressant que vous êtes vous-même multi-choix. C'est-à-dire que moi, au fond, un patron de Centre Leclerc, à Annemasse, à la limite, si vous êtes végan, il va pas perdre du chiffre d'affaires sur la viande parce qu'il va vous proposer, il va développer ses gammes de légumes, etc. Ça, je dois dire que c'est un privilège d'être distributeur assez généraliste que de pouvoir jouer sur plusieurs claviers, ce qui correspond aux demandes actuellement aux demandes sociales, par rapport à un industriel qui est dans un processus long et plutôt monoproduit. Ça, je reconnais que c'est beaucoup plus difficile pour un industriel en amont de s'adapter à ces nouvelles demandes. C'est compliqué. En plus, il passe par notre intermédiation et la relation, elle n'est pas celle de bisounours, donc c'est pas facile. Mais tout le système est en train d'évoluer très rapidement, quand même, très très rapidement. Pour faire la transition avec le chapitre consacré au défi du chef d'entreprise, des chefs d'entreprise, il y a une question qui arrive sur Slido. Certains produits, à l'image des tomates, ne sont plus cultivés mais fabriqués au détriment de la qualité gustative, par exemple. Ouais. Votre position par rapport à ça? J'ai l'impression qu'il y a 1000 défis à relever en même temps. Il faut diminuer l'empreinte carbone, il faut faire des légumes bio, etc. Ouais. Après, il ne faut pas être parano non plus. C'est parce que tout le monde veut tout. Bah oui. Voilà. Mais c'est bien d'étendre l'éventail pour avoir la réponse. Après, le consommateur, il veut tout et son contraire aussi. Et puis surtout, la consommation n'est pas l'horizon indépassable de nos concitoyens. Donc, quand ils s'expriment en tant que citoyens,
Il dit qu'il veut du bio, qu'il veut faire plaisir aux agriculteurs, sauver le monde, etc. Et c'est sain, c'est bien, ça veut dire qu'il y a de l'humanité en nous. Après, quand il est salarié et consommateur, il regarde avec son pouvoir d'achat. Donc, le bio, c'est pas le prix du conventionnel. Et donc, et puis c'est pareil, il y a des petits crus et des grands crus. Le tout, c'est que le consommateur, c'est au fond d'offrir au consommateur la possibilité d'exercer ce choix. C'est pas tant de le censurer en lui disant ça c'est pas écologique, ou de ne servir qu'une catégorie au point d'être intégriste. Non, il faut laisser, si vous voulez un grand cru bio, vous en avez le pouvoir d'achat, vous avez économisé pour ça, mais que vous voulez le manger avec des pâtes premier prix, c'est à vous de choisir ça. C'est pas à la société de vous l'imposer, c'est pas au distributeur de vous l'imposer. Hein, alors, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas tout faire, et en tout cas pas tout en même temps. On a bien compris qu'en même temps, il faut s'adapter en permanence. Comment on fait les choix d'adaptation finalement? Je vais vous taquiner un peu. Vous avez suivi les enseignements de Yankelevitch et de Michel Serres. Est-ce que ça vous sert à prendre des décisions aujourd'hui? Ben oui, parce que je pense que j'ai eu cette chance de faire des belles rencontres dans la vie, outre mes parents. On dit qu'on ne choisit pas ses parents, mais si, on les choisit, bien sûr. Dans le temps, le rapport aux parents se construit. Il n'est pas inné, il se construit. Mais j'ai rencontré à la fac, et puis grâce au Centre Leclerc, j'ai rencontré des personnalités qui ont été des éveilleurs, qui ont été des interpellants. Ils étaient tout seuls, donc ce n'était pas des ONG, mais j'ai eu cette chance d'être interpellé suffisamment à temps pour pouvoir justement réfléchir aux réponses et inspirer les Centres Leclerc. Par exemple, nous avons supprimé les sacs plastiques. Je ne sais pas en Suisse quand vous l'avez démarré, mais nous, c'est en 1992. Et je peux vous dire que quand j'ai proposé au Centre Leclerc de remplacer tous les sacs plastiques jetables par des sacs consignés et échangeables à vie, mais payants, hein, consignés, même mon père m'a dit, mais attends, c'est un acte anti-commercial. Surtout qu'à l'époque, Auchan faisait de la publicité pour le fait que ces caissières aider les consommateurs à mettre dans les sacs et qu'il offrait les sacs. Mais voilà, la conscience écologique, je l'ai anticipée par des gens qui étaient des philosophes, mais et puis j'étais moi-même militant aux Amis de la Terre. Vous savez, quand vous êtes en Bretagne et que vous avez les pétroliers qui viennent s'échouer, moi j'ai porté des cormorans mazoutés au siège de la Shell quand j'avais 18 ans, quoi. Et donc, voilà, il faut avoir des partis pris. Vous ne pouvez pas embarquer une communauté qui a pris des risques financiers dans n'importe quel parti pris, donc il faut convaincre, il faut étayer. C'est bien d'avoir été interpellé avant, et du coup, les Centres Leclerc sont devenus moteurs. On a fait des conneries, mais on a eu, sur des sujets majeurs, on a largement anticipé. Vous voyez ? Et donc, que ce soit sur le pouvoir d'achat, où on a toujours eu une ligne de prix très concurrentielle, toujours penser aux côtés de celui qui a moins de pouvoir d'achat. Ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas des grands crus ou qu'on ne vend pas la Mercedes de l'alimentation, hein, mais il faut avoir la Dacia de l'alimentation. Faut avoir ça, c'est un parti pris très fort. Même quand on s'est embourgeoisé, on a gardé ça. Ça, c'est ce qui fait qu'on ne s'est pas complètement embourgeoisé. Sur l'écologie, on a été très prémonitoire. Et après, même sur le système de prix accessibles, cette bataille pour l'accessibilité sur l'alimentation, qui avait tout son sens dans l'économie française des 30 glorieuses, des années 60, dans lequel se trouvaient Carrefour et tous les autres, on l'a étendu après à la culture, et donc on a développé un concept d'espace culturel. On est devenu aujourd'hui le deuxième libraire de France. Le premier, c'est la Fnac, le deuxième, c'est Leclerc. Nous avons lancé la bataille des carburants. À partir du moment où il fallait des bagnoles pour aller dans les magasins, il fallait penser au prix des carburants. On est devenu le deuxième distributeur de carburants en France. Leclerc fournit même Système U. Leclerc fournit la RATP, etc. Et aujourd'hui, nous testons l'électricité, la commercialisation de l'électricité. Et donc l'énergie, la mobilité, ça va se traduire par des nouvelles demandes. Donc il faut
faut aller sur ce créneau-là. La parapharmacie, alors c'est peut-être un sujet, vous, qui est moins... Nous, on a un système très cloisonné en France. On a beau avoir des diplômés de pharmacie, des docteurs en pharmacie, on n'a pas le droit de vendre des médicaments. Hein, donc et on n'a même pas le droit de vendre des médicaments de confort. Donc ça reste un combat. Et voilà, et on est devenu aussi un très gros voyagiste. On réalise 800 millions d'euros de chiffre de vente de voyage. Donc après, Leclerc, on a étendu nos recettes à d'autres secteurs d'activité. Et paradoxalement, si on est connu, c'est qu'à chaque fois, on a un peu été les Robin des Bois du truc, ou le Guillaume Tell du truc. Et au fond, nos adversaires ont fait tellement de buzz que c'est ça qui nous a rendus célèbres dans notre métropole. J'aimerais revenir une seconde sur l'exemple des librairies parce que je trouve qu'il est significatif de ce que vous représentez. Quand on va dans une librairie Leclerc, c'est une vraie librairie. On ne vend pas du livre au mètre linéaire. Il y a des libraires, il y a du conseil, il y a du choix et il n'y a pas que les grands succès. Alors, on a tout. On a du livre en supermarché, du livre en hypermarché, en achat d'opportunités. Et puis on a des espaces culturels avec jusqu'à 80 000 références de livres. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, hein, mais Amazon ne nous a pas fait perdre de part de marché sur le livre. Après, ce qui change, ce sont les habitudes du lectorat. Je vois bien que nos enfants, avec le temps qu'ils passent, enfin nos enfants et nous-mêmes, avec le temps qu'on passe sur les écrans, c'est une forme de lecture. Mais du coup, je ne sais pas quel est l'avenir du livre. Vous voyez, mais pour le moment, même sur un marché potentiellement menacé, nous croissons. Jusqu'à quel point faut-il diversifier? J'ai une question sur Slido. Là, de plus en plus d'acteurs de la distribution se lancent dans les services financiers. On nous parle par exemple de Carrefour Finance. Il y a une synergie banque-distribution? Pour les groupes intégrés, oui. Ils ont la trésorerie de leurs clients, ils sont maîtres chez eux, ils peuvent trouver des banquiers partenaires et faire. Nous sommes un groupement d'indépendants. Le lien qui unit les indépendants, c'est un lien d'intérêt, c'est un lien d'opportunité. Il n'est pas indéfectible. Donc on va pas, ce serait dangereux, je pense, que de massifier quelque chose entre nous dont on n'est pas sûr dans la relation client de pouvoir le maintenir, de pouvoir maintenir ce lien dans la durée. Donc nous n'avons jamais été un interlocuteur du système bancaire pour commercialiser des produits financiers, même les produits d'assurance, quoi. Alors c'est vrai que ça donne des boutons à tous mes copains qui sont dans la banque. C'est sûr, ils voient 22 millions de clients chez Leclerc. C'est un marché potentiel considérable. Mais moi, je pense que voilà, ce qui fait que les centres Leclerc aussi sont fédérés, j'allais dire j'arrive à les fédérer. Aujourd'hui, c'est plus moi, enfin, ils se fédèrent. C'est que justement, ils ont cette liberté de partir. Si on resserrait trop les liens pour respecter des critères bancaires, etc., ce serait des liens obligés. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est comme un couple, c'est comme dans la vie amoureuse. Si vous êtes obligé, c'est plus de l'amour. Quand vous êtes ensemble et que vous avez un projet commun, ça tient. C'est pas toujours la gloire, mais ça tient. Et moi, je pense que aller sur des produits où il faut des assets, il faut collectiviser la contrepartie du prêt. Ça, c'est très dangereux pour un groupe d'indépendants. Je pense qu'on ne peut pas tout faire. Alors, il y a plusieurs questions par rapport à l'automatisation. À quand le caddie automatique sans caissière et sans devoir passer les articles personnellement avec soit la douchette, soit le scanner? Il y a une autre question sur plus de personnel, moins de caisses automatiques. Comment on fait pour garder des prix compétitifs? Écoutez, il y a déjà presque 7-8 ans, on a été toute une délégation de Centre Leclerc. On était visiter les laboratoires de Google, de Facebook. On est allé à San Francisco, à Seattle, regarder les Amazon Go. Et en fait, quand on est en zone urbaine très dense, ça fait sens d'avoir des magasins dépôts avec des gens qui ont une carte. Moi, ça me fout les pétoches, mais reconnaissance faciale, vous ne payez pas, vous rentrez chez vous, vous prenez. Mais pour autant que c'est une opportunité, mettre sa promesse là-dessus, moi, ça me semble marginal par rapport aux attentes sociales aujourd'hui. Et en tout cas, par rapport à ce que nous sommes, il faut aussi faire par rapport à ce que nous sommes, c'est-à-dire des bons commerçants, des gens
qui savons travailler la relation avec les consommateurs, ancrés dans nos territoires, etc. Nous avons un vrai avantage relationnel par rapport à ces systèmes-là. Je trouve ça un peu bête de le bâcler au profit d'une robotisation qui pourrait être déclinée par tout le monde et sans âme. Donc les centres Leclerc ont choisi... Alors bien sûr, on robotise nos entrepôts pour tous les tâches peu qualifiées, les métiers difficiles, transporter, porter à bout de bras des colis, tout ça, ça va être supprimé. Et je pense que c'est tant mieux, même si en France, certains disent ouais, vous tuez des emplois. Franchement, le taux de chômage français est dû au manque de fluidité du marché et pas à la enfin, vous voyez, c'est pas la robotisation qui fait qu'il y a 8% de chômeurs en France. C'est pas vrai. Donc on robotise beaucoup nos entrepôts, mais dans les magasins, nous investissons beaucoup en achat de qualification, nous investissons en formation pour que nos personnels soient de plus en plus experts dans les rayons eux-mêmes, et surtout on conceptualise chaque rayon de manière à revenir à cet esprit du marché qui était celui de quand je suis né et qu'il y avait une foire à Landerneau, quoi. Le rayon vin devient une vraie cave à vin. Et tous les centres Leclerc aujourd'hui, on est numéro 1 sur les grands vins de Bordeaux, malgré une image prix très basse. Mais c'est parce qu'il y a une expertise, il y a des œnologues, il y a des sommeliers. Je crois, j'insiste, que la robotisation, la digitalisation va impacter la technique de nos métiers, mais ça ne dit pas la promesse commerciale. Et au fond, je pense que passer le temps de l'addiction du nouvel appareil, du nouveau système, etc., le consommateur plébiscite plus la promesse commerciale que le choix de la technique. Je reviens sur cette notion d'attente sociale que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Selon vous, quelle sera l'attente sociale de demain et d'après-demain? On voit que ça bouge très très vite, qu'il y a une augmentation de la demande sociale d'une certaine manière aujourd'hui en France. Elle s'exprime, d'abord elle a les moyens d'expression, les réseaux sociaux libèrent la parole. Il n'y a plus d'intermédiation. Alors, on la prend plein fouet. Hein, je discutais avec Pierrette et je suis très présent sur les réseaux sociaux, mais je fais gaffe sur Twitter, quoi. C'est la boîte à claques. Hein, donc, c'est pas la peine non plus d'aller attraper des coups juste pour attraper des coups. Puis vous avez des groupes constitués aussi, des groupes de revendication qui chassent en réseau, hein, qui chassent en meute. Donc, mais quand même... l'expression consommateur qui s'exprime pas sous des pseudos et qui se revendique, qui se signe, etc. Elle dit des choses, elle remet en cause nos métiers, mais souvent légitimement, quoi. Et un consommateur qui visite un rayon poisson, au-delà des likes qu'il peut mettre ou des images négatives qu'il va retenir, vraiment, il nous oblige à tracer le poisson, à mettre l'origine, à mettre des dates de fraîcheur. Ben oui, ça nous oblige à devenir des bons professionnels. Hein, Donc la demande consommateur explose, elle n'est pas irrationnelle. Elle est comme dans tout, elle peut s'exprimer irrationnellement, mais elle nous dit des choses très fortes, quoi. Alors que vous soyez fabricant de fenêtres, que vous soyez dans le BTP, etc., je pense que c'est, au lieu d'aller acheter des sondages pour savoir quelle est la tendance, c'est quand même assez génial que d'avoir l'expression spontanée de nos consommateurs. On va mettre en pratique ce que vous venez de dire, si vous voulez bien, à la fois la digitalisation, mais aussi la qualité du service. Donc, vous allez pouvoir poser des questions de vive voix aussi, puisqu'on a désormais 2 micros qui sont à votre disposition. Qui veut se lancer pour une première question à haute voix, peut-être? Il fait chaud sous les spots. Oui, il fait chaud sous les spots. J'en ai une là-bas, on vous donne le micro et on vous écoute avec plaisir. Merci. En Suisse, on pousse énormément la formation des jeunes et des moins jeunes. Donc c'est cette question-là, comment fonctionne la formation des gens qui viennent chez vous et comment fonctionne l'avancement? Alors, d'abord, on n'était pas bon. C'est-à-dire que nous ne formions pas. Nous avons bénéficié de jeunes formés par l'apprentissage de la génération offert par la génération précédente, par le compagnonnage ou par le système scolaire. Mais avec la révolution digitale, le système scolaire aujourd'hui ne fournit pas ce type de compétences. Donc il y a un sujet.
puissance publique, débat public. Et donc, il nous faut former nos employés. Et c'est aujourd'hui une des priorités du système. Ça, c'est la première réponse. On dépense énormément, on investit beaucoup en formation. Formation, par exemple, les métiers de bouche, on ne trouve pas du tout de personnes compétentes, donc il faut les former. Et je dirais qu'autour d'un magasin ou d'un groupe de magasins, c'est déjà la réponse à votre deuxième question, il y a des passerelles. Mais en tant que groupement d'indépendants, je dois dire que notre système n'a pas trouvé la martingale pour que quelqu'un qui est formé à Annemasse puisse grandir dans un magasin à Grenoble ou à Lyon. C'est le fait que chaque entité soit responsable sociale de son recrutement ne permet pas à nos salariés une clé de lecture de la progression. Alors au niveau du top management, il y a ça, mais au niveau des agents de maîtrise, jusqu'aux agents de maîtrise, on n'est pas bon. Et c'est très compliqué parce qu'il y a une sorte de... Parce que l'indépendant veut rester maître de sa politique sociale. Et 2 centres Leclerc, 2 intermarchés ne veulent pas s'entendre imposer, je dirais même une politique d'enseigne qu'ils ne maîtriseraient pas. Et ça, c'est un handicap. Je ne sais pas répondre à votre question. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas le modèle qui permet de manière fluide à nos salariés de grandir de manière linéaire dans l'entreprise. C'est un de mes sujets, c'est un des sujets pour 2020. Il y a une vingtaine de patrons de centre Leclerc, dont d'ailleurs Laetitia Magret à Annemasse, qui travaillent sur ce sujet, qui savent que c'est une demande sociale très forte et qui vont sans doute aller bousculer leurs collègues. On va alterner, on a pris une question en live, on va en prendre une sur Slido. Elle attend depuis longtemps celle-là, hein. C'est une des premières qui a été posée. La personne qui pose la question dit on ne dirait pas, mais la France a inventé la grande surface ainsi que la carte de crédit. Quelle serait la grande invention future, à votre avis, dans le retail, la grande future ou la souhaitée peut-être? Ah non, il faut aller lire les romans de science-fiction parce que tout ce qui est disponible comme idée sur le marché, c'est énorme le potentiel. Mais bon, à part les drones de Jeff Bezos auxquels j'ai jamais cru, de toute façon personne ne va accepter qu'un drone passe en permanence au-dessus de chez soi ou dans son jardin pour aller livrer le voisin. En plus le voisin, quoi. Donc non mais la révolution, il y a une révolution technologique. Moi, je pense que c'est surtout sur le être avec les produits. C'est là où il va se passer des trucs. C'est là où il va se passer des choses. Mais je ne sais pas les anticiper moi-même. Je ne sais pas. J'allais au cinéma dans une salle de cinéma. Je vois bien aujourd'hui que les salles de cinéma ne font plus recette. Donc, est-ce que même Netflix, c'est l'avenir de la relation à l'écran? J'en sais rien. J'en sais rien. Une question à haute voix. Je suis distributeur, hein, je suis pas Jules Verne. Hein, oui. Oui, il fait chaud. Hein. Oui, il fait très chaud, effectivement. Oui, bonsoir. Les supermarchés Migros commencent ou débutent une activité dans le médical. Que pensez-vous de ça? Oui, nous avons un projet aussi là-dessus. En fait, on se projette. Nous n'avons pas la solution, mais on voit où sont les marchés émergents. Le vieillissement de la population, avec aussi un accroissement de l'espérance de vie, génère, alors si on parle en termes capitalistiques, un marché de la santé au sens large, qui vont du sportswear à du bien-être au médical, qui est le premier ou le deuxième marché de croissance de demain. Et donc ça, avec l'assurance et la sécurité, c'est des grandes poches de marché qui vont apparaître. Et donc, la demande sociale s'exprime de plus en plus là-dessus. Donc, nous nous intéressons, parce que nous n'avons pas le droit de le faire aujourd'hui, mais nous voulons vendre du matériel médical. Les infirmières libérales sont obligées d'acheter très cher les seringues, et puis même les handicapés sont obligés d'acheter très cher leur matériel.
tout ça, nous sommes dessus, là, avec, je pense qu'en 2020, en France, vous entendrez un peu des pharmaciens gueuler parce qu'on va sur ce marché, mais je pense qu'ils ne le font pas. Et si on ne le fait pas, c'est Amazon qui va le faire. Et alors, la manière de le faire, justement, n'est pas que d'être distributeur. Nous pensons que, compte tenu de l'aménagement du territoire, et compte tenu du fait que les consommateurs viennent dans nos centres commerciaux dans lesquels nous investissons en attractivité, un petit peu à l'image, je ne sais pas si ça se passe ici, mais de Copitalia, qui sont aussi nos partenaires à l'international, un cabinet de santé, un pôle santé se crée autour de l'hypermarché, depuis la prévention jusqu'au suivi de la vieillesse. Et là, avec des professionnels extérieurs, partenaires ou du personnel embauché, on va construire des offres santé au sens large. On est dessus, là. Alors, ça me permet de récupérer une question Slido qui est passée il y a un moment, mais qui est intéressante, et qui dit « Votre rayonnement va bien au-delà de votre entreprise et même parfois jusqu'à l'Élysée. Finalement, l'indépendance, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de lobbying à un certain moment ?» Bah oui, quand on croit aux idées, on est le lobbyiste de ces idées. Après, je peux vous dire, je m'en suis tellement pris depuis 10 ans de paire de claques d'un personnel politique qui est quand même sous la pression des corporations. Quand vous voulez faire évoluer ces corporations, c'est évident que ça passe pas par le Parlement, quoi. Enfin, si vous descendez dans le sous-sol de l'Assemblée nationale en France, vous avez une officine de la FNSEA, vous avez un bureau des pharmaciens, vous avez 40 députés ou sénateurs qui sont pharmaciens ou autres. Et je sais pas chez vous, mais chez nous, le poids des corporatismes est énorme, énorme. C'est pas mal non plus chez nous. Ouais. Bon. Mais donc, oui, du coup, ma manière de passer par-dessus le fait que l'homme politique est prisonnier de la corporation ou de son vote électoral de la corporation, justement, c'est cette médiatisation populaire du projet pour que, quand le député rentre chez lui, il se fait interpeller par des consommateurs qui disent « Mais pourquoi vous nous faites payer les médicaments plein pot alors que Leclerc, il y a un docteur en pharmacie qui pourrait me les vendre 20% moins cher ?» Vous voyez, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie de fonctionner. Oui, je suis le lobbyman de nos idées. La prochaine question est pour madame. Oui, je change de sujet radicalement. Je voulais savoir si vous avez entamé une démarche de bilan carbone, oui, soit au niveau du groupe, soit au niveau de certains de vos membres, et si vous, dans l'ensemble, vous faites la promotion de cette démarche. Alors, j'en fais pas la promotion parce qu'on part, quand on fait le bilan, on voit qu'on part de très bas. Et non, mais c'est une réalité. Et dans le système médiatique d'aujourd'hui, partir de très bas, c'est se faire flinguer. Donc, l'important, c'est de mettre en place, à partir de ce premier bilan, des process. Et oui, on balaye tout. Et pas que le carbone. Enfin, je veux dire, tous les sujets un peu touchy sur lesquels on ne connaissait rien. Enfin, moi, j'adore un journaliste qui me tend le micro et me dit « Qu'est-ce que vous faites contre les nanoparticules ?» Je ne sais déjà pas ce que c'est, je suis un littéraire, donc choqué, je vais sur Google, mais j'en apprends qu'il y en a partout. Donc, en fait, nous sommes accompagnés par des laboratoires, nous sommes accompagnés qui relèvent, qui discutent avec nous sommes accompagnés par des scientifiques, nous achetons de la connaissance, nous employons de la connaissance et nous avons un plan RSE, développement durable, qui, je pense... Je ne fanfaronne pas, je pense d'ici 5 ans, on mettra l'enseigne Leclerc sur le podium des 3 enseignes les plus engagées et les mieux disantes au niveau européen. Vous avez fait des choses assez intéressantes dans le domaine du solaire, par exemple. Je oui. pense au Leclerc de Saint-Onès, qui est près de Montpellier, ouais, où tout le parking est couvert avec du photovoltaïque. C'est assez impressionnant. Ouais. Moi, la première fois que je suis arrivé là-bas, je me suis dit « Waouh !» Mais vous voyez, quand vous faites un bilan carbone, vous posez aussi la question de la réutilisation du solaire, des panneaux solaires. En fait, j'ai fait pour vous répondre très concrètement, pour être dans l'action et pas simplement dans l'analyse, l'action, c'est forcément, ça va aboutir à des compromis. Donc, on va décevoir chaque militant de chaque cause. Il y a une ONG par cause ou des militants d'ONG par cause. Mais par exemple... truc très concret, et chacun dans son métier va se reconnaître. J'ai voulu amener les centres Leclerc dans la lutte contre le gaspillage, et donc on s'est mis à revisiter tous les emballages, à diminuer les emballages
Et pour être très concret, par exemple, dans les boîtes de pâtes ou les boîtes de riz, on a supprimé les petits sachets entre le carton et le produit, dans le respect des normes sanitaires, etc. Et on a allégé le produit, bon. Et puis, on a mis, toujours dans le cadre du bilan, on a mis que du carton cyclé. Voilà. Et puis un jour, une ONG que je ne connaissais pas, qui s'appelle Foodwatch, nous a interpellés. Moi, je trouvais ça très agressif. On était 5 industriels et distributeurs interpellés. Je ne les connaissais pas. Ils pouvaient prendre leur téléphone et appeler. Mais bon, on a été interpellés, accusés. Et Leclerc, vous faites la promotion des perturbateurs endocriniens. Je ne savais déjà pas ce que c'était. Et donc, on a tenu un grand pow-pow avec des scientifiques. On a fumé le calumet. Et même en fumant, c'était assez compliqué. Mais on a découvert qu'en voulant bien faire, et en travaillant avec des cartons recyclés, et ben qu'en fait, les processus de recyclage faisaient en sorte qu'il se passait que les encres végétales étaient mélangées avec des encres chimiques et que, en fait, dans ces cartons recyclés, dans le cadre d'épiceries sèches où les gens gardent longtemps leur carton, et pour peu qu'il y ait un peu d'humidité chez eux, ben les encres migrent vers le produit et du coup sans sachet. Donc du coup, on a remis des sachets. Vous voyez. Donc c'est pour vous dire, alors on n'a pas remis n'importe quel sachet et tout ça, mais vous voyez que bon, j'ai engagé Leclerc sur la première génération de biocarburants, enfin de carburant vert. J'étais très content parce qu'en plus c'était une manière de dialoguer avec les agriculteurs et les coopératives agricoles sans être sur le conflit, sur le produit, dans l'agressivité. Et en fait, la génération d'écologistes, d'après moi, nous a dézingué ces types de carburants. Donc on a fermé nos pompes et maintenant on part dans une promotion de l'éthanol, du E85, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, etc. Mais vous voyez, donc on a un bilan, on a une sorte de matrice avec des items, avec des consultants derrière, et pour tout ce qui est de notre propre fabrication, ça on peut maîtriser le timing, on cherche le meilleur compromis, les plastiques, et les OGM, etc. Et puis après, pour tout ce qui est partie référencement de marques nationales, il faut avoir ce dialogue avec les fournisseurs. Et là, Leclerc à lui tout seul, et même si Nestlé est d'accord avec ça, il ne peut pas tout basculer. Le temps de l'entreprise n'est pas le temps de l'ONG ou le temps du média. D'ailleurs, c'est normal, j'en veux pas. Mais sachez que, effectivement, plus que le digital, plus que la révolution technologique, ces demandes sociales sont très impactantes parce qu'elles nous obligent à travailler. Ça ne dépend pas que de nous, quoi. La robotisation d'un dépôt, si le banquier est d'accord, si notre projet tient la route, on va faire la robotisation. Alors que de changer 80 000 références dans un hyper avec moins de sucre, moins de sel, etc., ça suppose de travailler avec les filières, ça suppose que tout le monde soit au diapason de ça. Or, les problèmes de l'amont, ils sont aussi des problèmes de rémunération, y compris dans le mass market d'aujourd'hui, avec les composants d'aujourd'hui. Donc, c'est un énorme travail. Mais voilà, dans 4-5 ans, je pense qu'il y aura de nouvelles demandes sociales, mais on aura bien remonté les niveaux. Mais c'est intéressant, je pense que chacun, dans sa partie, a cette interpellation, je pense. Alors je prolonge avec une question Slido qui a disparu de l'écran, mais que j'ai eu le temps de lire tout à l'heure. Elle concerne l'intelligence artificielle. Est-ce que vous tenez compte de l'intelligence artificielle qui permet, par exemple, de lire la plaque de quelqu'un qui vient au drive et de préparer sa commande Mais ça, c'est pas un problème. Ou c'est anecdotique. Ça va vous paraître étonnant, mais des cerveaux, il y en a, des gens intelligents, il y en a, et pour peu que ça va apporter soit des gains de productivité, soit du service supplémentaire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On a à Toulouse plusieurs sociétés d'ingénierie, d'innovation qui sont très pointues, et de ce point de vue, Amazon ne nous fait pas peur. On est capable d'exploiter les données de nos clients, on ne les revendra pas. On travaille l'expression de cette promesse. Il ne faut pas être pris à revers. Parce qu'une chose, c'est de les utiliser. Si vous passez par des prestataires, il faut aussi s'assurer que les prestataires
ont les mêmes engagements que vous, que ce soit le banquier, que ce soit le vendeur de tuyaux, Orange, etc. Mais l'intelligence artificielle sera mise au service de notre projet commercial. Mais attention, hein, s'il suffisait de maîtriser l'automatisation et l'intelligence artificielle pour devenir un bon commerçant, ça se saurait. Bah ouais. Il y a une autre question sur le réchauffement climatique. Est-ce que c'est une donnée dont vous devez tenir compte aujourd'hui ? Oui, par exemple, nous avons des pénalités carbone, hein, donc il faut réinvestir. Donc on a un système de rachat de certificats d'énergie en France. Je ne sais pas si vous l'avez ici. Donc on est un des plus gros acheteurs de factures de nos clients. On est un reforestateur, ça se dit ça ? Un reboiseur voilà, enfin on plante quoi. Et on plante ou on échange des certificats avec d'autres qui ont ces besoins. Oui, le réchauffement climatique. Enfin, faut pas. Moi, je suis un anti-collapsologue et un anti. Alors en Suisse, vous avez toute une littérature de la collapsologie depuis l'entre-deux-guerres. Hein. Vous avez eu Denis de Rougemont, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tous ces intellectuels qui déjà avaient du mal avec la société industrielle et bien sûr les excès de la société industrielle en avaient promis l'affaissement. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, Arnold Toynbee, enfin toute cette génération-là, avait les déclinistes, quoi. Il y a toujours eu cette littérature décliniste. Moi, je ne crois pas. Enfin, il y a du déclin si vous faites rien, mais je crois à l'adaptation. Et l'adaptation, ça ne se fait pas tout seul. Et le génie doit s'exprimer et se justifier. Mais le réchauffement climatique, il faut faire attention, quoi. Déjà, à la télé, on passe de la météo au réchauffement climatique. Il fait chaud, réchauffement climatique. Mais non, mais c'est un vrai sujet. Le vrai sujet, il est souvent pas traité. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous pour le nucléaire, mais par exemple, nous, mais vous avez plein d'hydroélectricité autour de vous, mais nous en France, même les conservateurs n'ont pas tranché sur le nucléaire. Mais c'est incroyable l'hypocrisie, même chez les écolos. La domotique, l'extension des besoins personnels, par nos mails, par l'intelligence artificielle au service de chacun, va mobiliser des consommations d'énergie énormes que personne ne veut quantifier et annoncer. On nous dit que l'avenir de l'automobile, c'est l'électricité. C'est sûr qu'au stade 1, ça ne pollue pas. Mais après, qui produit cette électricité? Où on va la chercher? Et quand on voit que le solaire, si on fait le bilan carbone aujourd'hui, on n'a pas forcément encore les bonnes recettes, ne serait-ce que du recyclage des panneaux, que sur les éoliennes, c'est pareil. Le groupe Colruyt en Belgique, Colruyt, s'était très investi sur les éoliennes. Moi, je voulais copier ça. J'avais fait une sorte de benchmark de tout ce qui se faisait de mieux dans la distribution européenne, et Colruyt était beaucoup parti sur les éoliennes, mais outre la réaction des habitants face aux éoliennes, au fantasme aussi des perturbations créées, etc., si vous enlevez les éoliennes, si vous enlevez le solaire, si vous enlevez le nucléaire, même si chez moi en Bretagne les marées sont fortes, ça ne satisfera pas les besoins. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez 5000 mails sur votre boîte, et même quand on vous dit c'est sur le cloud, c'est l'équivalent de 50 sacs plastiques qui traînent, quoi. Donc une fois qu'on l'a dit, il faut s'attaquer au plastique, mais il faut s'attaquer aussi à cette consommation-là. Après, est-ce qu'on veut... Je pense qu'il faut trouver la solution, parce que sinon c'est la décroissance, effectivement. Et dans la décroissance, il y a un enjeu autre que l'écologie, ou parallèle à l'écologie, qui est l'enjeu social. Et les gens qui plaident la décroissance le plaident pour eux, mais il faut penser aux autres. Et la décroissance, c'est souvent la noix. Il reste 4 minutes dans le temps qu'il nous a imparti. Moi, je suis avec vous pour la soirée. Hein, donc, le temps de prendre peut-être encore une question au micro. Parce que, oui, elle sera pour madame tout au fond. Et puis, j'en ai une sur Slido là, qui demandera 3 minutes de réponse quand même. On vous écoute, madame. Quelle est votre stratégie pour maintenir des prix compétitifs pour les consommateurs dès lors que vous engagez plus et plus de personnel, que vous dites non à la robotisation,
On voit qu'en juillet dernier encore, voilà, on vous réclame des amendes records pour pratiques abusives vis-à-vis des fournisseurs. Est-ce qu'on doit comprendre que la relation au client est soignée au détriment de celle avec vos fournisseurs? C'est le stéréotype. Et en fait, j'ai à m'en défendre depuis 40 ans. Quand mon père commençait à vendre moins cher ses petits pois en conserve, dans les chambres de commerce, les autres commerçants disaient « c'est parce qu'il n'y a pas le même nombre de petits pois dedans, il y a un gros oignon ». Quand j'ai personnellement lancé la bataille des carburants en France contre les compagnies pétrolières ont fait des campagnes de publicité en disant que mon carburant allait pourrir les soupapes des bagnoles et que c'était pas du bon carburant. C'était eux qui me le fournissaient, hein, c'était gonflé. Et aujourd'hui, c'est un peu une facilité aussi de croire que si on est moins cher, c'est parce qu'on paye moins nos fournisseurs, moins nos agriculteurs. En fait, ceux qui vendent cher n'achètent pas plus cher. Enfin, je veux dire, si je vends 20% moins cher que Casino, c'est pas parce que j'achète 20% moins cher à l'agriculteur derrière chez moi. Casino, il achète aussi bon marché que moi. C'est juste qu'il prend plus de marge et c'est juste que aussi son modèle n'est pas le même. Donc il faut revenir à cette notion de ce qui nous permet d'être moins cher. D'abord, c'est pas moins cher dans l'absolu, c'est moins cher par rapport aux concurrents. Donc quand vous vendez du bio, c'est plus cher que du conventionnel, c'est 30 à 40% plus cher que le conventionnel. Et ce qui est important, c'est que je sois moins cher pour mes clients que celui qui marge plus. C'est ça la compétition. Hein. C'est pas de tout dégringoler les prix vers le bas. Donc aujourd'hui, Leclerc, c'est une image de prix bas, mais c'est le premier distributeur, comme je disais, de vin fin, de vin de Bordeaux dans le monde. Enfin, non, on est le deuxième dans le monde. Le premier, j'ai jamais compris, c'est Qatari, c'est Qatar Airlines. Enfin, Qatar Airlines. Voilà, et bah, c'est vrai, hein, mais c'est aussi des gens qui savent placer leur argent, donc je pense que ça participe de ça. Donc pour répondre à votre question, on a un modèle dont la performance tient, au fait que nous sommes des chefs d'entreprise qui gérons nos boîtes. Nous sommes dans nos magasins, donc un prix est un prix, un produit est un produit. Nous ne sommes pas dans un siège à Paris qui dit à ses filiales « vous faites tel prix ». Nous sommes dans chaque ville, à Annemasse haute, et je peux vous dire qu'Olivier Magret, si je lui disais à Annemasse, en plus il est un des moins chers de France, mais si je lui disais qu'il faut vendre plus cher, etc., il me dit « Michel, tu fais bien la com, tu nous fédères bien, mais laisse-moi ma relation client ». Ça, c'est la force de notre modèle. La force de notre modèle. Deuxième chose, nous sommes une vraie coopérative de commerçants indépendants, et donc nous économisons, chaque propriétaire de magasin va travailler tous les jeudis avec ses collègues dans la centrale d'achat et va tous les lundis et mardis à Paris travailler avec ses collègues sur l'informatique, sur la publicité, etc. C'est une économie de coûts qui est considérable. La centrale d'achat des centres Leclerc, le groupement Leclerc, a le taux de cotisation d'Europe le plus bas. Parce que dans la réalité, il y a de la force de travail non payée, mais parce que justement les coopérateurs sont extrêmement engagés. C'est pour ça qu'on est moins cher. C'est pour ça qu'on est moins cher. Après, on s'est allié avec d'autres distributeurs, allemands, italiens, belges, Ahold. Et c'est vrai qu'on a un effet de levier considérable. Par exemple, quand on veut lancer une gamme de riz garantie sans OGM, il faut lancer une filière mondiale et on peut le faire qu'à 5 ou 6 enseignes. Mais quand on discute même avec Nestlé pour avoir des bonnes conditions d'achat, l'union fait la force. Hein. Et donc, les polémiques que vous évoquez, c'est pour moi un quotidien, avec des paires de claques à la télé tous les ans. Tous les ans, on a une assignation. Mais si vous regardez les contentieux, finalement, quand on fait des bêtises, il n'y a pas de raison, on se fait taper sur les doigts, vous passez la ligne jaune, vous vous faites sanctionner. Mais je vous assure, la ministre qui a médiatisé ça, ça l'arrangeait bien, quoi. Mais pour le moment... j'ai pas fait trop de conneries encore sur ce dossier-là. Voilà, on est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. Avant la synthèse qui va être faite par Pierrette Jaton-Klopfenstein, responsable de la division Genève de la Banque cantonale genevoise, je vais vous demander de remercier Michel-Édouard Leclerc pour le bon moment qu'on a passé, pour sa générosité et son partage, avec vos applaudissements s'il vous plaît. Merci à tous.